à toutes et tous. Merci d'être présents à cette seconde partie de notre Assemblée générale que nous intitulons les rencontres de l'agence, qui sont toujours des moments de partage, des moments riches, des moments inspirants. Merci François Gémen d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur à HEC, chercheur, auteur principal du GIEC et spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Quand on a échangé en mars dernier, nous étions en pleine crise agricole. Le monde agricole était dans la rue. Aujourd'hui, c'est un peu la vie politique qui est bousculée. On sait que les impacts humains du changement climatique ne sont pas seulement un enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu, comme vous le dites, social, économique et politique majeur, avec deux maîtres mots que vous portez et qui vous habitent au quotidien, c'est l'anticipation et l'organisation. Alors, comment faire la démonstration aujourd'hui que les grandes politiques, on parle de développement, de migration, de sécurité, d'inégalité, d'agriculture, politique sociale, de fabrique de la ville, pour ce qui nous concerne, nous, dans notre champ, comment ces politiques vont être traversées par l'enjeu du changement climatique. François Gémen, est-ce que la France surchauffe? Oui. Je vais vous laisser la parole. Soit vous êtes là ou au pupitre, hein, c'est à votre convenance. Voilà. En tout cas, bienvenue et merci à vous. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir ce matin lors de votre Assemblée générale. Et effectivement, oui, la France surchauffe. Elle surchauffe même davantage que le reste du monde, puisqu'on oublie souvent que les hausses de température en France, comme du reste en Europe, sont plus marquées que dans d'autres régions du monde et certainement plus marquées que la moyenne annuelle mondiale, parce que la France est située sur un continent et que la température se réchauffe plus vite sur terre que sur mer, et également parce que des courants atmosphériques font que l'Europe est effectivement une des régions du monde où le changement climatique est le plus marqué, en tout cas en termes de hausse du niveau des températures. Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est d'essayer d'abord de préciser quelques malentendus qui continuent à nous habiter quant au fonctionnement lui-même du système climatique, quant à la physique du climat, et préciser, notamment au travers de ces malentendus, quels sont certains des impacts qui vont toucher directement nos sociétés humaines. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer comment on peut y répondre et comment, effectivement, nous nous trouvons souvent dans des situations où l'on se rend compte que, malgré les risques qui sont associés au changement climatique, notre réponse n'est pas encore à la hauteur, même si elle va parfois dans la bonne direction, et de ce fait, nous avons encore tendance à nous trouver sur la mauvaise trajectoire. Et donc, pour commencer la présentation, si on peut lancer la présentation en régie, merci, je voudrais que vous preniez quelques instants pour regarder cette publicité qui est parue dans le grand magazine américain Life en 1962. C'est une publicité pour une des grandes compagnies pétrolières de l'époque, Humble, qui, comme vous le voyez, porte assez mal son nom, puisqu'elle se vante de pouvoir, chaque jour, fournir suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Voilà, voilà. Un morceau d'histoire, puisqu'il s'agit d'une des rares publicités non mensongères de l'histoire de la publicité. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et cette publicité traduit bien, même si elle nous fait rire jaune aujourd'hui, cette publicité traduit bien évidemment à quel point, pendant très longtemps, nous avons été complètement aveugles quant aux impacts de nos activités sur le climat ou sur l'environnement. Pendant très longtemps, nous avons fait comme si nous étions inoffensifs et comme si rien de ce que nous pouvons faire n'allait avoir de véritables conséquences sur les milieux où nous vivions. À l'époque où la publicité paraît, la question du climat et de l'environnement n'est pas du tout une préoccupation
pour les entreprises, elle n'est pas du tout une préoccupation pour les gouvernements. À l'époque, il n'existe aucun ministère de l'environnement, aucune agence de protection de l'environnement. Ces ministères et ces agences ne seront créés qu'une dizaine d'années plus tard, au début des années 70. En France, c'est Jacques Chaban-Delmas qui, en 1971, devient le premier secrétaire d'État à la culture et à l'environnement. Le résultat de cet aveuglement, c'est évidemment une surchauffe qui touche le monde entier, et donc la France aussi, même si la météo de ces derniers jours ne le laisse pas paraître. C'est comme ça que l'année 2014 est devenue l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis l'invention du thermomètre, que ce record a été battu déjà en 2015, à nouveau en 2016, quasiment égalé en 2017, et puis 2018 s'est imposé comme l'année la plus chaude en France. 2019 a pris la deuxième marche du podium, puis a été battu par 2020, qui elle-même a été battue en 2021, puis 2022 a mis tout le monde d'accord, et enfin 2023. 2023, c'est une merveille. C'est le record des records. C'est Bob Beamon à Mexico en 68. C'est le record qui efface tous les autres des tablettes. Et malheureusement, c'est un record qu'on risque de ne pas tenir très longtemps et qui risque d'être déjà battu dès 2024 ou dès 2025. Et nous avons toujours tendance à traiter chacun de ces records de température comme un événement exceptionnel. Et je crois que ça traduit bien le premier malentendu dont je veux vous entretenir ce matin, qui est que nous avons encore tendance à considérer le changement climatique non pas comme un phénomène structurel, mais conjoncturel. On voit très bien sur ce graphe à quel point nous sommes dans une dynamique structurelle de long terme. Sur ce graphe, les lignes horizontales représentent chacune une latitude donnée à la surface du globe, depuis Moscou en haut jusqu'à Alice Springs en Australie en bas, et les lignes verticales, quant à elles, représentent chacune une année donnée, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle. Et l'on voit très bien qu'il y a tout au long du XXe siècle une alternance d'années chaudes et d'années froides qui sont représentées en bleu ou en rouge, puisque les années sont coloriées en bleu ou en rouge selon que la température y ait été inférieure ou supérieure à la moyenne. Et puis on voit très bien que, au tournant des années 2000, les années se colorient de plus en plus en rouge et que donc il fait de plus en plus chaud à toutes les latitudes de la planète. Et c'est une tendance qui malheureusement va continuer. C'est sans doute la vérité la plus difficile à accepter quand on discute du changement climatique, c'est que si nous sommes nés au XXe siècle, ce qui a vu naître le cas de la majorité des participants ce matin, eh bien si nous sommes nés au XXe siècle, nous ne verrons pas de notre vivant de baisse des températures. Très vraisemblablement, sauf si vous avez l'ambition de dépasser Jeanne Calment, mais très vraisemblablement, vous ne verrez pas, nous ne verrons pas de baisse des températures avant notre mort. Ce qui veut dire que nous allons devoir gérer une hausse continue des températures tout au long de nos vies. Or, souvent, on s'imagine naïvement et de façon, je dirais, béatement optimiste, que le changement climatique est une crise. On l'entend très régulièrement dans ces discours optimistes et joyeux des militants ou des politiques, c'est une crise climatique, le terme de crise climatique revient régulièrement. J'aimerais sincèrement que nous soyons dans une crise climatique. Ce serait beaucoup plus facile, parce que ça veut dire que nous pourrions nous débarrasser du problème. Le principe d'une crise, c'est que c'est une période difficile, mais temporaire, et qu'après la crise, il y a la possibilité d'un retour à la normale.
La grande difficulté avec le changement climatique, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Pour la bonne et simple raison que la normale, elle se trouve devant nous et non pas derrière nous. Et donc je souhaiterais ardemment que nous soyons plongés dans la crise climatique, mais ce n'est pas une crise, c'est une transformation profonde et durable des conditions de vie sur Terre, à laquelle nous allons évidemment devoir répondre, non pas par des mesures d'urgence, mais par des transformations profondes et durables de la manière dont nous organisons l'économie, les villes, la société, notre vie ensemble. Vous vous souviendrez peut-être qu'au début de la crise du Covid, il y avait toute une série de tribunes, de posts sur les réseaux sociaux ou dans la presse, de gens qui s'émouvaient du fait qu'on était prêt à prendre des mesures radicales et drastiques contre le Covid, mais qu'à l'évidence, on ne semblait pas prêt à prendre des mesures aussi radicales face au changement climatique. Et souvent, la conclusion à laquelle ces gens arrivaient, c'était de dire « on ne réalise pas bien l'ampleur et la gravité du problème climatique, et si on en réalisait la gravité et l'ampleur, évidemment que nous serions prêts à prendre des mesures du même acabit que celles que nous avions prises contre le Covid. » Et généralement, ces posts sur les réseaux sociaux étaient accompagnés de ce ridicule petit dessin qui montrait une petite vague du Covid qui menaçait un village, et puis une plus grande vague avec le changement climatique, et encore une plus grande vague avec la perte de biodiversité. Je pense que ces tribunes avaient tout faux. Ce qui a fait que nous étions prêts à accepter des mesures de lutte contre le Covid aussi contraignantes qu'elles aient pu être, mais pas le même niveau de contrainte face au changement climatique, c'est parce que nous savions évidemment que les mesures de lutte contre le Covid, elles étaient temporaires et que c'était la condition d'un retour à une vie normale. Si on avait dit aux gens qu'ils allaient rester confinés chez eux pendant 25 ans, porter un masque jusqu'à la fin de leur vie, et que ça ne permettrait même pas de revenir à la normale et qu'il y aurait toujours le Covid quand ils sortiraient du confinement, sincèrement, je ne suis pas sûr que ces mesures auraient été très très bien acceptées par la population. Et d'ailleurs, on voyait bien que plus la crise du Covid s'étalait dans la durée, moins les mesures de lutte contre le Covid étaient acceptées par la population. Et c'est là, je crois, où nous devons être bien conscients que l'urgence climatique est une urgence à agir, c'est aussi une urgence démocratique. Parce que nous allons devoir tenir dans la durée ces mesures de lutte contre le changement climatique, et la meilleure garantie que nous puissions tenir ces mesures dans la durée, c'est évidemment que nous les choisissions, que nous choisissions nous-mêmes ces transformations, et je dirais même que nous les souhaitions, que nous les désirions. Plus nous allons attendre pour engager ces transformations, plus la gamme des options à choisir va se restreindre drastiquement. Et c'est là où je suis toujours un peu inquiet quand j'entends des élus, qu'ils soient élus au niveau local, national ou européen, raisonner en termes d'acceptabilité des politiques de lutte contre le changement climatique. Et c'est souvent une préoccupation majeure des élus. Comment rendre acceptable aux yeux de la population les mesures de transition, les mesures de lutte contre le changement climatique? Et chaque fois qu'un élu me fait part de ces tracas concernant l'acceptabilité des mesures, je pense en moi-même que si l'on raisonne en termes d'acceptabilité, on ne va pas aller très loin. Qu'on va prendre des demi-mesures du bout des lèvres dont on va chercher à se débarrasser dès que possible. Et je crois que l'enjeu, ce n'est pas de rendre les mesures de lutte contre le changement climatique acceptables, mais de les rendre désirables. Et je crois que c'est la meilleure garantie que nous puissions avoir de tenir ces mesures dans la durée. C'est le premier malentendu que je voulais clarifier, le fait que nous sommes face à un phénomène qui, à l'échelle de nos vies, est irréversible et qu'il va donc falloir le gouverner dans la durée par des transformations que nous puissions tenir sur le long terme.
Le deuxième malentendu est une bonne nouvelle. Le dernier rapport du GIEC nous indique, et c'est sans doute le point le plus important, à défaut d'être le plus médiatisé de ce rapport, nous indique que nous avons aujourd'hui toutes les connaissances, toutes les technologies et toutes les ressources financières qui nous permettent d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'est donc à notre portée, à condition que nous soyons d'accord de déployer ces connaissances, ces technologies, ces ressources financières. Et nous avons encore la possibilité, je dirais même la responsabilité, de décider quel sera le niveau de hausse des températures que nous connaîtrons au cours de nos vies. Est-ce que c'est une hausse des températures de plus 2, de plus 3, plus 4 ou plus 5 degrés que nous connaîtrons au cours de nos vies? C'est nous qui allons le décider. Parce que nous sommes face à un problème graduel et non face à un problème binaire. C'est le deuxième malentendu. Souvent, on s'imagine que nous faisons face à un problème binaire, que ça va être blanc ou noir, pile ou face, et effectivement toute une série de messages que nous entendons continuellement à ce sujet nous donnent à penser que nous serions engagés dans une bataille que nous allons gagner ou que nous allons perdre. Est-ce qu'on peut encore agir? Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce que la COP28 ou la COP29 peut encore sauver le climat? Tous ces messages nous donnent à penser que nous serions face à un problème binaire, alors que chaque dixième de degré de hausse de température va compter énormément. Ce qui veut dire aussi que chaque tonne de gaz à effet de serre qui est envoyée ou pas dans l'atmosphère va compter énormément, ce qui veut dire enfin qu'il n'y a absolument aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Tout ce que nous allons faire va compter énormément et souvent bien davantage encore que nous l'imaginons. Chaque décision que nous allons prendre, chaque action que nous allons poser, chaque solution que nous allons imaginer, chaque innovation que nous allons lancer, chaque initiative que nous allons engager, tout ça va compter énormément et va faire une énorme différence. Et c'est essentiel parce que si on pense que le changement climatique est un problème binaire, eh bien, d'abord, on va être à côté de la plaque d'un point de vue scientifique, mais surtout, nous allons avoir tendance à nous décourager, à considérer que notre action à notre niveau est relativement insignifiante. On va se dire, à quoi ça sert que la France agisse alors que la France ce n'est que X% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et que la Chine fait ceci ou que l'Inde fait cela? Souvent d'ailleurs en n'ayant aucune idée de ce que font la Chine ou l'Inde. À quoi ça sert que nous agissions ici à Lille si à Roubaix ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire? Là encore, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout ce que fait Roubaix. À quoi ça sert que moi j'agisse à mon propre niveau si mon voisin vient s'acheter un SUV, si ma belle-sœur mange des côtes de bœuf au barbecue tous les midis? On va considérer que notre action, à notre niveau individuel, au niveau de notre collectivité, de notre entreprise, de notre pays, est finalement relativement insignifiante et n'a pas beaucoup d'importance. Et je redoute plus que tout ce défaitisme qui fait croire aujourd'hui à 16% des Français, à un Français sur 6, que c'est trop tard, qu'il n'y a plus rien à faire, que de toute façon c'est fichu. Et je crois que nous devons combattre de toutes nos forces cette sorte de vague défaitiste qui voudrait nous faire croire que la transition ne peut pas avoir lieu, que ce n'est pas possible, qu'on ne l'a jamais fait par le passé, que donc on ne peut pas le faire dans le futur, etc., etc. Parce que ce défaitisme, il provoque exactement le même effet que le climato-scepticisme, c'est-à-dire l'immobilisme. Et sincèrement, je redoute encore bien davantage le premier que le second. Je pense que si on ne réalise pas encore bien la nature profondément graduelle du problème, c'est parce que souvent on s'imagine
qu'un dixième de degré de température, ce n'est rien, que ce n'est pas grand-chose, que c'est imperceptible. Et ça conduit certains à penser qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre 1,5 degré ou 2 degrés, par exemple. Et ça en conduit même certains à penser que finalement, 2 degrés de plus à Lille au mois de juin, pourquoi pas? On ne réalise pas, et je pense que c'est une erreur que nous, chercheurs, avons commise, que cet indicateur synthétique, les degrés de température, ne sont pas compris de la même manière par le grand public que de la manière dont nous les comprenons quand nous les utilisons dans des rapports et des travaux. On mesure ces hausses de température évidemment par rapport à une température annuelle moyenne mondiale. Comme je vous l'ai dit, la température se réchauffe plus vite en France que la moyenne mondiale, et on ne réalise pas non plus qu'on mesure ces hausses de température par rapport à une moyenne annuelle. La température moyenne annuelle en France, elle est de 14 degrés. Vous avez déjà tous été fiévreux, et vous savez que lorsque vous avez 38 degrés de fièvre, vous pouvez encore mener une journée à peu près normale en prenant une aspirine. Quand vous avez 39, vous avez plutôt tendance à rester chez vous et à découvrir les jeux télévisés de l'après-midi. À 40, vous appelez le médecin, et à 41, vous commencez à vous inquiéter un peu et à vous dire qu'il faudrait peut-être faire un crochet par l'hôpital. On discute ici de hausses de température de l'ordre de plus 1, plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés par rapport à la température moyenne de votre corps qui est comprise aujourd'hui entre 36 et 37 degrés. Et si on rapporte ces écarts de température à une moyenne annuelle de 14 degrés en France, on a évidemment des écarts gigantesques qui vont peser très lourdement sur les écosystèmes, sur les systèmes agricoles, sur notre santé et également sur tous les éléments de la chaîne de valeur de l'économie. Je vous donne simplement un exemple pour montrer à quel point chaque dixième de température va compter. SNCF Réseau, qui est la filiale de la SNCF qui gère l'infrastructure ferroviaire dans notre pays, estime que si la température au sol dépasse les 56 degrés, il se produit un phénomène de dilatation des rails qui fait que les TGV ne peuvent plus circuler dans de bonnes conditions et dans des conditions optimales de sécurité. À l'été 2022, quand la température ambiante avait à peine dépassé 40 degrés pendant quelques jours, on est allé chercher des températures au sol autour de 51-52 degrés. Autant dire que cet été ou l'été prochain, quand nous atteindrons des températures ambiantes de 42, 43 ou 44 degrés, on ira chercher 56 degrés de température au sol. Et là, il y aura une décision compliquée que devra prendre M. Farandou, le PDG de la SNCF, qui va être d'annoncer au pays que la circulation des TGV sera suspendue aujourd'hui pour raison de sécurité. Et peut-être demain aussi. Et peut-être toute la semaine, en fait. Ou tout le mois d'août. Voire tout l'été. Vous connaissez l'effet d'une grève des cheminots sur l'économie du pays. Vous savez qu'un facteur majeur d'attractivité de l'île, c'est qu'elle se trouve à 1 heure et 2 minutes de Paris en TGV. Et évidemment, ce simple fait sur ce seul secteur économique fait qu'aujourd'hui, à SNCF Réseau, on se dit que faire? Est-ce qu'on assumera d'interrompre la circulation des TGV ou de les faire rouler à vitesse réduite, ce qui réduit de beaucoup l'intérêt du TGV? Ou est-ce qu'on fait comme les Suisses et qu'on commence déjà à repeindre certains de nos rails en blanc de manière à créer un phénomène d'albédo qui va réfléchir la chaleur du soleil et qui donc va permettre de gagner quelques degrés de température au sol et de retarder potentiellement l'échéance de quelques années? Ou est-ce qu'on s'engage dans de vastes travaux de remplacement complet de l'infrastructure ferroviaire pour utiliser de l'acier plus résistant à la chaleur qui se dilate moins? Et là, évidemment, pour prendre cette décision, chaque dixième de degré de hausse de température va compter énormément. Pareil dans les systèmes agricoles, pareil pour la productivité des travailleurs. Vraiment, tout va compter. C'est le deuxième malentendu.
Le troisième malentendu est beaucoup plus retors. Et je pense qu'avec ce malentendu, on va mettre le doigt sur véritablement la grande difficulté de notre action face au changement climatique. Nous sommes face à un problème de stock et non face à un problème de flux. Ce qui cause l'élévation des températures, c'est l'augmentation constante et continue des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Vous voyez à l'écran la courbe qui montre l'évolution de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qu'on mesure en parties par million, ppm, et vous voyez que pendant longtemps, ce niveau de concentration était relativement constant, autour de 280 parties par million, qu'il a commencé à monter à la fin du XIXe siècle avec la révolution industrielle, et puis qu'il est parti en flèche après la Seconde Guerre mondiale. On est aujourd'hui autour de 420 parties par million. Et si ce taux de concentration augmente continuellement, et donc fait continuellement augmenter les températures, c'est parce que nous continuons à envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ces gaz à effet de serre s'y accumulent parce qu'ils ont tous, à l'exception du méthane, une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Si je prends le dioxyde de carbone, qui est le gaz à effet de serre que nous émettons dans les plus grandes quantités, eh bien cette durée de vie, elle est comprise entre 100 et 4500 ans. Ce qui veut dire que l'essentiel du CO2 qui se trouve à 20 km au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère, il a été produit au cours du siècle dernier, voire même au cours du XIXe siècle. Et c'est ça qui crée évidemment un sujet intergénérationnel, parce que la génération qui a créé le problème, fût-ce à son insu, n'est pas la génération qui va devoir le résoudre, ça c'est nous, et la génération qui va devoir le résoudre n'est pas celle qui en verra les résultats. Et là, on a une très grande complication pour notre action face au changement climatique. Tant que nous allons émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, même en quantité réduite, eh bien, ça suffit à faire monter continuellement leur niveau de concentration. C'est comme si vous faisiez couler un bain dans une baignoire, tant qu'il y a de l'eau qui coule du robinet, même si ce ne sont plus que quelques gouttes, ça suffit à faire monter continuellement le niveau du bain. Et vous savez bien, si vous arrêtez complètement le robinet, qu'il faudra encore quelques heures, sinon quelques jours, avant que l'eau ne commence à s'évaporer et que le niveau du bain ne commence à descendre. C'est exactement pareil avec nos émissions de gaz à effet de serre. Le moment où on coupe le robinet, c'est le moment où nous atteignons le point de neutralité carbone, zéro émission nette, c'est-à-dire le moment où nous retrouvons le point d'équilibre entre la quantité de gaz à effet de serre que la Terre peut absorber et la quantité de gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère. À la COP28 de Dubaï l'an dernier, nous nous sommes mis d'accord de façon assez inespérée sur un calendrier. Nous nous sommes mis d'accord pour atteindre ce point de neutralité carbone au niveau mondial au plus tard en 2050. Et c'est très important que nous nous soyons mis d'accord pour converger vers cet objectif et sur ce calendrier. Mais concrètement, ça veut dire que pour les 26 prochaines années, nous allons continuer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais pour autant, nous n'allons pas voir les températures baisser, tout au contraire. Vous voyez venir le problème ici. C'est que, comme on va baisser nos émissions et que les températures ne vont pas baisser immédiatement, beaucoup de gens risquent de se dire « Mais attendez, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On n'en voit pas le résultat. » Et vous aurez même des légions entières de tocards sur les réseaux sociaux emmenés par Florian Philippot qui diront « Attendez, on baisse nos émissions et pourtant les températures commencent à monter. C'est donc que pour faire baisser les températures, il faut augmenter nos émissions. » Vous rigolez, mais soyez sûr que ça arrivera. Et donc, nous, chercheurs, on aura beau montrer tous les tableurs Excel, les graphes, les courbes que vous voudrez, on aura beau dire aux gens qu'on est sur la bonne voie, que nous allons bientôt stabiliser les niveaux de concentration et donc stabiliser les températures, tant que les températures ne baisseront pas, ça restera compliqué.
Imaginez que, comme moi, vous cherchiez à perdre un peu de poids, que vous soyez prêt à renoncer à toute consommation d'alcool, à vous priver de dessert après chaque repas, à courir 10 km tous les matins. Je ne fais évidemment rien de tout ça, mais imaginez. Imaginez que vous fassiez ça, et que malgré ça, le soir, quand vous montez sur la balance, eh ben, vous avez encore pris 100 grammes. Je ne connais pas grand monde qui tiendrait longtemps à ce régime. Et pourtant, c'est ça qu'il va nous falloir faire face au changement climatique. Et c'est là, évidemment, que si on présente la transition comme une contrainte qui nous tombe dessus, qui s'impose à nous, comme une charge, eh bien, ça va être très compliqué. Et c'est ça qui explique, je crois, largement le ressac politique, le backlash, comme on dit dans un mauvais anglais, contre les politiques environnementales et climatiques, c'est que les gens ont l'impression qu'on leur demande beaucoup d'efforts, mais qu'ils n'en voient pas les bénéfices, qu'ils n'en voient pas les résultats. Parce que, pour compliquer encore un peu plus l'affaire, nous avons non seulement un décalage dans le temps entre nos actions et les conséquences de nos actions, mais aussi, bien sûr, un décalage dans l'espace. Peu importe d'où viennent les émissions, qu'elles viennent de Lille, de Paris, de Washington ou de Shanghai, nous sommes tous extraordinairement dépendants les uns des autres. On voudrait être autonome et souverain. Ça nous fait un peu fantasmer ces trucs de souveraineté énergétique, souveraineté sanitaire, souveraineté alimentaire, souveraineté ceci, souveraineté cela. Mais la réalité, c'est que la physique du climat nous condamne à être extraordinairement dépendants les uns des autres, quelles que soient les gesticulations politiques qu'on entend à la télévision. Sur le graphe que vous voyez à l'écran, chaque petit carré représente 10 millions de tonnes de CO2. Vous voyez qu'en 1800, on émettait 3 petits carrés, 30 millions de tonnes. En l'espace de 2 siècles, on a multiplié ça par plus de 1000, puisqu'on émet désormais à peu près 36 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Mais j'attire votre attention surtout sur la couleur des petits carrés qui indiquent leur provenance géographique. Les émissions en provenance de l'Europe sont indiquées en brun, et vous voyez que l'Europe représentait 42% des émissions en 1960 et qu'elle ne représente plus désormais que 15% des émissions. Pas du tout parce que l'Europe a réduit ses émissions dans l'intervalle, vous voyez bien à l'évidence qu'il y a plus de petits carrés bruns à droite qu'à gauche de l'écran, mais parce que d'autres régions du monde, et en particulier l'Asie, représentée en jaune, a considérablement augmenté ses émissions. L'Asie est passée dans l'intervalle de 16 à 48% des émissions mondiales. Parce que les pays asiatiques, et la Chine en tête, se sont évidemment développés, et pour se développer, ils ont suivi le même modèle de développement que le nôtre, c'est-à-dire un modèle fondé sur l'extraction du pétrole, du charbon et du gaz. Ça veut dire qu'une partie de la lutte contre le changement climatique aujourd'hui se joue aussi dans le bas du tableau, dans les pays, dans les régions qui ne sont pas de gros émetteurs de gaz à effet de serre pour le moment, mais qui risquent de le devenir demain s'ils suivent la même trajectoire de développement. Et évidemment, vu d'Europe ou d'un point de vue occidental, nous n'avons aucun droit, aucune légitimité à aller régenter la manière dont les pays du Sud devraient se développer. Quelle légitimité aurions-nous à leur demander de laisser leurs énergies fossiles dans le sous-sol parce que nous avons utilisé toute la nôtre, mais maintenant ça suffit. Et c'est toute la difficulté, naturellement. Aujourd'hui, les 3 grands blocs historiquement responsables, l'Europe, les États-Unis et la Chine, ont finalement commencé à se mettre sur une pente descendante en ce qui concerne leurs émissions. Vous aurez vu les chiffres encourageants pour la France l'année dernière. Nos voisins européens annoncent des chiffres comparables, moins 5,7% en Angleterre, moins 10,1% en Allemagne. Les États-Unis, pour la première fois, annoncent aussi une baisse de leurs émissions, moins 2% en 2023. Et la Chine annonce même qu'au dernier semestre de 2023, ses émissions ont baissé de 3%, ce qui fait dire à certains analystes que peut-être, la Chine aurait atteint son pic d'émissions plus rapidement que prévu et serait, elle aussi, dans une logique descendante pour ses émissions. Mais ces baisses d'émissions, évidemment, pour le moment, sont compensées par les hausses d'émissions dans les pays du Sud, notamment dans les économies émergentes. Ça veut dire que nous sommes tous extraordinairement liés les uns aux autres.
les plus concernés par le futur des politiques climatiques européennes et donc par le futur du Green Deal, ils se trouvent au Bangladesh, au Soudan ou en Afghanistan. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voté lors des dernières élections européennes, alors qu'ils étaient pourtant les premiers concernés par les résultats de ces élections. De la même manière, notre futur climatique, à Lille, à Paris, en France, en Europe, sera aussi largement déterminé par les décisions qui seront prises en matière de politique climatique et énergétique en Égypte, au Mexique, en Indonésie, au Nigeria ou évidemment en Inde. Et là non plus, nous ne voterons pas dans les élections. Et donc on voit bien que ce décalage dans le temps et dans l'espace crée une grande difficulté pour l'action face au changement climatique, parce qu'il n'y a pas de corrélation directe entre les émissions qui sont produites par un pays et par une génération et les impacts du changement climatique qui seront subis par ce pays ou par cette génération. Et donc il nous faut absolument parvenir à dépasser notre logique de frontières nationales ou générationnelles pour agir. Et c'est très compliqué, parce que ça veut dire que ceux qui seront les plus directement affectés par les conséquences de nos propres émissions personnelles, ce sont les autres. Et que donc, si on agit pour le climat, eh bien souvent, on a l'impression d'agir un peu pour les intérêts des autres, des générations futures, des pays du Sud, mais de devoir pour ça sacrifier un peu de nos intérêts personnels. Et ça, c'est plus compliqué parce que nous ne sommes pas exactement des champions de l'altruisme. Après la dernière élection présidentielle, avec ma femme et nos enfants, on était allés passer quelques jours de vacances en Normandie. Sur la plage, nos enfants avaient joué avec les enfants d'un autre couple. Une chose en entraînant une autre, on avait un peu sympathisé avec cet autre couple. On avait réalisé qu'on logeait dans le même hôtel. Les enfants jouaient sur la plage en face de l'hôtel. Et puis donc, une chose en entraînant une autre, nous avions pris l'apéritif avec ce couple, puis nous avions dîné avec ce couple. On s'était arrêté là, évidemment. Mais au cours du dîner, on avait évidemment parlé de politique, et ce couple nous avait dit d'emblée pour qui ils avaient voté lors de l'élection présidentielle. Ils avaient voté pour Yannick Jadot et pour Emmanuel Macron. Mais pas du tout parce que l'homme et la femme avaient des opinions politiques différentes. Ils étaient parfaitement raccords politiquement, mais simplement ils avaient décidé de faire un vote stratégique. Ils s'étaient dit, en tant que couple, on a droit à 2 voix, nous allons panacher. Là, j'avoue que je ne m'y attendais pas. J'ai dit, c'est un peu curieux quand même, parce que j'imagine bien qu'on puisse hésiter entre 2 candidats de gauche ou entre 2 candidats de droite. Comment dire, Jadot et Macron, c'était quand même pas tout à fait le même programme pour l'élection. Et leur réponse, je pense, est très révélatrice. Ils m'avaient dit, oui, on a nous-mêmes beaucoup hésité, on était vraiment tiraillés au moment du vote, parce que d'un côté, on a des enfants, on est inquiet de la terre qu'on va leur laisser, inquiet pour le climat, la biodiversité, tout ça. Et donc pour nous, c'était très important de voter pour le candidat écologiste. Mais d'un autre côté, nous, on travaille tous les deux dans la banque et la finance, et donc il fallait bien qu'on veille aussi un peu à nos propres intérêts. Et donc on a aussi voté pour le candidat libéral. Et je leur dis, on est tous un peu dans cette situation. C'est-à-dire que, bien sûr, on est concerné par le climat, mais si on agit pour le climat, on a peur de devoir sacrifier un peu nos intérêts personnels. Et je pense que c'est aujourd'hui un facteur de blocage essentiel, qu'il y ait une sorte de contradiction entre une cause qui nous est chère et les intérêts qui, malgré tout, nous guident. Non seulement nous, les individus, mais évidemment, a fortiori, au niveau macroéconomique, les entreprises. Et je crois que, vraiment, le levier essentiel à activer, si l'on veut réussir la transition, c'est de parvenir à réconcilier les intérêts qui nous guident avec cette cause qui nous tracasse. Comment faire en sorte que les politiques de transition soient aussi des politiques qui soient dans notre intérêt collectif? Et c'est là, je crois, qu'on fait une erreur tragique lorsqu'on communique sur le sujet, ou dès qu'on communique sur le sujet du changement climatique, on va toujours insister
sur les risques qui sont associés à l'inaction. On va dire aux gens, aux entreprises, au gouvernement, attention, si vous ne faites rien, voilà la catastrophe qui va se produire. Mais par contre, on n'insiste jamais sur les bénéfices qui sont associés à l'action. On ne dit jamais, voilà pourquoi nous aurions intérêt collectivement à agir. Et je crois que c'est ça qu'il faut parvenir à débloquer. On espère souvent déclencher l'action en agitant la peur de la catastrophe, mais ce n'est pas les catastrophes qui nous font agir, ce sont nos intérêts. Et je voudrais maintenant vous présenter 3 leviers qu'on peut activer pour essayer de réconcilier effectivement nos intérêts avec les politiques de transition et de manière à pouvoir y arriver. Le premier levier, c'est celui de la trajectoire. Aujourd'hui, tous nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique sont cadrés par des horizons de moyen ou de long terme. On va se dire, c'est moins 55% d'émissions d'ici 2030, c'est neutralité carbone à horizon 2050, c'est plus 2 degrés ou plus 1,5 à horizon 2100. Et ces objectifs sont évidemment importants pour nous donner un cap, mais ils emportent aussi 3 effets pervers. Le premier effet pervers, c'est une dilution de la responsabilité. Quand les chefs d'État s'engagent en 2015 lors de l'accord de Paris sur une hausse maximale de la température d'ici 2100, ils savent évidemment très bien qu'ils seront tous morts d'ici 2100 et qu'il n'y aura aucun député d'opposition en 2099 qui viendra les titiller en leur disant « Dites donc, où est-ce qu'on en est exactement par rapport à cet objectif ?» C'est pareil dans les entreprises. Le Financial Times, il y a quelques mois, s'est amusé, vous le voyez sur le graphique à l'écran, à corréler les objectifs de neutralité carbone de plusieurs grandes multinationales avec la durée moyenne que passait un PDG à leur tête. Prenez la première ligne du tableau, Lafarge-Holcim, grande multinationale française, numéro 1 mondial du ciment, qui est une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre. Lafarge s'est engagé à la neutralité carbone pour 2050. Bon, très bien. Sauf que, au rythme actuel, d'ici 2050, Lafarge aura épuisé 13 PDG. Est-ce que le PDG numéro 12 se sentira lié par les objectifs climat décidés par la PDG numéro 10, qui elle-même avait été rappelée en urgence par le conseil d'administration après que le PDG numéro 9 avait mis les comptes de la boîte dans le rouge? Pas garanti. Si Donald Trump est réélu à la Maison-Blanche en novembre, est-ce qu'il se sentira lié par les objectifs climat décidés par Joe Biden? Pas garanti. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir dans 3 semaines, est-ce que ce parti et ses représentants se sentiront engagés sur la trajectoire de décarbonation que les gouvernements précédents ont amorcée en France? Je pense que vous connaissez la réponse aussi bien que moi. Et donc, on voit très bien à quel point le fait de nous donner des objectifs sur du moyen ou du long terme plutôt que sur du court terme nous pose un problème de crédibilité et donc de dilution de la responsabilité. Le deuxième problème associé à ces objectifs de moyen ou de long terme, c'est qu'ils nous incitent à la procrastination. Comment on se dit qu'on doit faire ça d'ici 2030, on se dit qu'on a encore plusieurs années devant nous pour agir. Et que donc, on peut faire passer d'abord d'autres urgences, qui apparaissent du reste parfaitement légitimes, des urgences, la guerre en Ukraine, la lutte contre l'inflation, etc. Et donc, on va se dire qu'on a en fait encore beaucoup de temps devant nous pour agir. On ne réalise pas qu'on est face à un problème cumulatif et que chaque année qu'on perd, ce sont évidemment des millions, sinon des milliards de tonnes de gaz à effet de serre qui s'échappent dans l'atmosphère. Quand je donne un devoir à faire à mes étudiants, leur première réaction, systématiquement, c'est toujours d'essayer de négocier avec moi une date de rendu la plus éloignée possible dans le futur. Et quand ils voient que je suis réticent, ils arrivent toujours avec le même sempiternel argument qu'ils espèrent être un argument massu. Mais monsieur, comme ça on aura plus de temps pour travailler.
Je leur dis chaque fois, écoutez, ne me prenez pas pour un idiot. J'ai été étudiant avant vous, je sais très bien que ce devoir, vous allez le faire au dernier moment, le week-end avant la date de rendu. Et donc je dis, écoutez, rendez-le-moi lundi prochain, comme ça vous le faites ce week-end, et on n'en parle plus et on passe à autre chose. Ça ne marche jamais. Pourtant, si je disais à mes étudiants que la taille de leur devoir va doubler pour chaque semaine supplémentaire, là je pense que mes étudiants seraient parfaitement d'accord de me le rendre lundi prochain. C'est notre problème avec le climat, c'est que la taille du devoir double chaque semaine. Et puis enfin, le troisième problème, qui est peut-être plus important encore, c'est un problème de motivation. Trop souvent, je crois que nous considérons ces objectifs comme une sorte d'horizon lointain, mais on ne voit pas le chemin pour y parvenir. Et que de ce fait, comme on ne voit pas le chemin, plus nous avançons, plus l'horizon semble s'éloigner. C'est pour ça, je crois que pour beaucoup de gens, les objectifs apparaissent désormais un peu comme inatteignables ou comme des Everest infranchissables. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je me connais, hein? Je sais parfaitement que je vais continuer à consommer beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029 et qu'en 2029, ce sera le branle-bas de combat, vite tout de suite un abonnement dans une salle de sport. Alors qu'à l'inverse, si vous me disiez que je dois perdre 1 kilo chaque année d'ici 2030, eh bien ça dessine pour moi une trajectoire beaucoup plus crédible et réaliste qui me permet de rectifier le tir en cours de route si besoin et surtout que je vais pouvoir baliser. Et chaque balise sera comme une petite victoire à laquelle je pourrai m'accrocher pour me convaincre que je peux y arriver et que je peux revoir mon ambition à la hausse. Et c'est pour ça, je crois que nous avons grand besoin de dessiner une trajectoire pour voir comment nous pouvons arriver à ces objectifs. Le deuxième levier, c'est de nous appuyer, je crois, bien davantage sur l'action des minorités. On a parfois eu la naïveté de penser qu'on allait tous se rassembler derrière la bannière de l'écologie et qu'il allait y avoir une sorte de grand basculement dans la société où l'opinion, les entreprises, les gouvernements, où tout le monde allait s'engager en même temps. À l'évidence, il n'y a pas eu ce basculement. Mais ce n'est pas pour autant que la société est immobile. Partout où je vais, je vois des collectivités qui s'engagent, des entreprises qui se transforment, des organisations de la société civile qui prennent des initiatives tout à fait inspirantes. Et donc, en réalité, il y a déjà une certaine forme de transition qui a lieu à bas bruit dans la société. Il y a plein de gens, un peu partout, qui avancent résolument. Et je suis toujours un peu dépité quand je vois tout le temps et l'énergie que nous passons, notamment sur les réseaux sociaux, à pointer du doigt ceux qui sont immobiles ou qui marchent à reculons. Et je me dis que si nous étions capables d'allouer une fraction de ce temps et de cette énergie à valoriser et à encourager ceux qui avancent, nous pourrions faire des pas de géant. Parce que toutes les grandes transformations dans l'histoire de l'humanité ont toujours été d'abord le fait d'une minorité qui a ouvert la voie, qui a débroussaillé le chemin dans lequel les autres ont ensuite pu s'engager. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de valoriser chacune des initiatives que vous pourrez prendre de manière à maximiser son impact, de manière à ce qu'elle puisse en inspirer d'autres, de manière à ce qu'elle puisse être copiée, dupliquée, améliorée, corrigée. Et c'est comme ça que je pense que certaines collectivités, certaines entreprises vont pouvoir ouvrir la voie pour en inspirer d'autres. Je donne un exemple de ceci qui me paraît particulièrement parlant, c'est l'exemple de la mobilité urbaine. À Lille, comme à Paris, comme dans toutes les grandes villes, il y a de plus en plus de déplacements qui sont réalisés à vélo, et donc de plus en plus de pistes cyclables et de plus en plus d'aménagements pour les cyclistes dans l'espace urbain. Vous aurez même peut-être vu cette statistique, a priori assez étonnante, le mois dernier, qui montre qu'il y aurait désormais à Paris davantage de cyclistes que d'automobilistes. Et on voit cette transformation de la mobilité urbaine se passer à grande échelle dans toutes les villes du globe et certainement dans toutes les grandes capitales. Elle doit beaucoup,
cette transformation à une petite initiative prise dans les années 70 par la mairie de La Rochelle, où l'équipe municipale, emmenée par le maire Michel Crépeau, décide de mettre en place un système de vélos en libre-service pour les Rochelais. Et à l'époque, personne n'est prêt à miser 1 centime sur l'idée. On pense que ça ne va jamais fonctionner, que les vélos seraient volés, vandalisés, que les Rochelais ne feraient jamais du vélo. On est dans les 70, donc les seuls cyclistes à l'époque, c'est les coureurs du Tour de France. Mais la mairie s'accroche, va mettre en place les pistes cyclables et les vélos en libre-service, et ça va être un énorme succès. Et voyant ce succès, Rennes va décider de faire la même chose. Et voyant le succès à Rennes, Lyon va décider de faire la même chose. Et puis, comme toujours, Paris va copier Lyon et va même trouver un modèle économique pour ces vélos en libre-service. Ce seront les Vélib qui, vous s'en souviendrez, vont faire sensation quand ils sont introduits pour la première fois à Paris. Tout le monde veut faire du Vélib. Et tout le monde, ça veut dire tous les Parisiens, mais aussi tous les touristes. Et comme Paris est la première destination touristique mondiale, ce sont bientôt des milliers et des millions de touristes qui vont faire du Vélib et qui, de retour chez eux, vont se dire « Je veux la même chose dans ma ville, on peut mettre en place le même système dans ma ville ». Et en l'espace de 2 ou 3 ans, ce sont toutes les grandes villes et puis les villes de moyenne importance qui vont mettre en place un système exactement comparable à celui des Vélib. Et c'est comme ça que de plus en plus de gens vont faire du vélo, puis vont acheter des vélos, puis vont aller au travail en vélo. Et c'est comme ça que se transforme la mobilité urbaine à l'échelle du monde. Sincèrement, si on avait dit aux braves Rochelais dans les années 70 qui pédalaient que leur petit vélo en libre service allait transformer la mobilité urbaine à l'échelle du monde, de New York à Shanghai quelques années plus tard, je ne suis pas sûr que tous y auraient cru. Mais l'histoire révèle bien que toutes les initiatives que vous allez prendre, toutes les idées que vous allez avoir en matière d'aménagement urbain pour transformer la ville, pour réorganiser la fabrique de la ville, que tout ça, même à petite échelle, c'est un levier énorme de transformation, à condition d'en faire la publicité, à condition d'échanger là-dessus, et à condition de se dire comment est-ce que chacune de nos idées, chacune de nos transformations, chacune de nos innovations, comment est-ce que ça peut transformer et réinventer la ville de demain. Parce que, et c'est là que j'arrive au 3e et dernier levier, il va nous falloir incarner cette ville de demain. Il va falloir qu'elle soit matérialisée. Il va falloir que les gens puissent toucher du doigt à quoi ça ressemblerait des villes décarbonées et un monde décarboné. Et c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, nous voyons largement l'action face au changement climatique comme une contrainte qui nous tombe dessus. Et la manière dont nous en parlons, c'est toujours comme d'une suite d'efforts à entreprendre, de coûts supplémentaires à supporter, de sacrifices à accepter, de renoncements auxquels consentir, etc. C'est-à-dire une liste de choses dont personne n'a envie. Et tant qu'on présentera la transition en ces termes, personne n'en aura véritablement envie. Et si nous la voyons comme une contrainte qui nous tombe sur les épaules, je crois que c'est parce que nous avions une vision assez précise du monde dans lequel nous ne voudrions pas vivre. On voit le chemin que nous ne voudrions pas emprunter, c'est celui d'un monde ravagé par les impacts du changement climatique, où la biodiversité aurait quasiment disparu. C'est le monde qui est décrit dans les rapports du GIEC et les travaux scientifiques. On sait là où nous ne voulons pas aller. Mais par contre, nous n'avons pas du tout de consensus quant au monde dans lequel nous voudrions vivre. On a parfois cru naïvement que ces questions d'écologie allaient tous nous rassembler, mais on voit bien que ce sont des questions qui nous divisent davantage qu'elles ne nous rassemblent. Et de ce fait, quand on va imaginer à quoi ressemblerait le monde décarboné du futur, on va volontiers imaginer plusieurs imaginaires qui vont entrer un peu en compétition dans le débat public. Un imaginaire techno-futuriste où nous verrions tous dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre piloté par Elon Musk. Un imaginaire un peu janséniste où la vie serait faite de privations, de limitations, d'interdictions et de quotas. Un imaginaire un peu bobo naïf où Max et Lily font du vélo tout nus dans un champ de coquelicots avant de retourner à leur permaculture, d'aller vendre leur production sur le marché biolocal.
Et chaque imaginaire va évidemment toucher une partie de la population, mais collectivement, on a beaucoup de mal à établir un contrat social, c'est-à-dire à voir où nous voulons aller collectivement. Et pour cela, il va évidemment être essentiel que nous puissions voir à quoi ressemblerait un monde décarboné et pourquoi nous aurions intérêt à y vivre. Et cela, évidemment, où les transformations de l'espace urbain vont être essentielles, où les transformations des systèmes de transport vont être essentielles, des logements également, de manière à ce que les gens puissent voir à quoi pourrait potentiellement ressembler la ville de demain et pourquoi ils auraient intérêt à y vivre et pourquoi ce serait une ville plus agréable, plus confortable. C'est la première couche à établir, qui est évidemment fondamentale. La seconde va consister à nous interroger aussi sur les modèles économiques que nous voulons mettre en œuvre. Et on voit déjà quelques débats à ce sujet, sur ces questions de croissance, décroissance, post-croissance, crypto-croissance, néo-croissance, etc. Et tous ces débats sont évidemment importants, mais pour le moment restent un peu théoriques. On voit bien que certaines entreprises sont déjà en train de réfléchir à leur modèle d'affaires, en train de mettre en place des entreprises régénératrices, des modèles d'économie circulaire, et on voit commencer à émerger ces nouveaux modèles d'économie plus vertueux. Et il va évidemment falloir pousser encore davantage dans ce sens. Et puis il y a la troisième couche que nous n'avons pas encore commencé véritablement à aborder, il faut le dire, c'est la question des principes fondateurs de ce contrat social. À quoi ressemblerait la liberté dans un monde décarboné ? Est-ce que nous sommes prêts à moduler certaines libertés individuelles pour garantir l'exercice de libertés collectives ? Que serait l'égalité dans un monde décarboné? Est-ce que c'est un même quota carbone pour tous? Ou est-ce que là encore, il y a des modulations à faire en termes d'équité? Et surtout, à quoi ressemblerait la fraternité dans un monde décarboné? Est-ce que nous sommes prêts à projeter notre action au-delà de nos frontières géographiques nationales, au-delà de nos frontières générationnelles, et même potentiellement au-delà de nos frontières biologiques pour intégrer le vivant dans notre réflexion? En d'autres termes, est-ce que nous sommes prêts à déployer une fraternité qui dépasse nos frontières naturelles? Est-ce que nous sommes prêts à élargir la communauté politique, c'est-à-dire l'ensemble des gens envers qui nous avons une responsabilité, à des gens, à des êtres que nous ne connaissons pas et qui ne font pas a priori partie de notre communauté nationale? Voilà évidemment les vraies questions qui sont au cœur de la transition, mais pour que nous puissions les aborder, il faut que nous puissions tracer ensemble un chemin que nous ayons envie d'emprunter, et c'est pour ça qu'il va falloir le matérialiser concrètement. Et c'est pour ça que chaque réalisation, chaque initiative que vous prendrez est fondamentale, parce que l'enjeu, c'est de passer de la contrainte au projet. Tant que nous le verrons comme une contrainte, nous aurons évidemment beaucoup de mal à nous y plier et nous ferons le strict minimum. Et surtout, cette contrainte, elle va avoir tendance à nous diviser, parce qu'on aura toujours l'impression qu'elle est inégalement répartie. Alors qu'à l'inverse, un projet nous amènera à en faire le plus possible, parce qu'il répondra à une aspiration fondamentale, et surtout, c'est quelque chose qui pourra nous rassembler, et en ces temps où nos sociétés semblent de plus en plus fragmentées et morcelées, je pense que c'est quelque chose dont nous aurions grand besoin. Merci beaucoup. Merci François Gemène pour votre intervention inspirante. Merci à vous de l'avoir accueilli. Parfois un petit peu angoissante, mais en tout cas passionnante.
Je vous propose de prendre 5 minutes pour répondre à vos questions, parce que je sais qu'on a des contraintes de temps. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des précisions à demander à notre invité? Un monsieur au fond. Tout en haut. Véronique, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole tout en haut. Bonjour, je me présente, j'ai exercé pendant de nombreuses années des missions de contrôle environnemental, mais je voudrais vous poser une question très simple. Il y a quelques années, le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, le sujet du culture générale tournait autour de l'eau, la géopolitique de l'eau. Vous nous avez précisé les modalités de contrôle ou de diminution des risques environnementaux en situation de paix. Nous sommes confrontés à des risques de guerre et les questions environnementales ne vont-elles pas nous conduire à une troisième guerre mondiale dont personne ne parle très sérieusement, mais qu'on voit poindre à l'horizon? Merci. Merci. C'est évidemment une crainte qu'on a pour plusieurs raisons. À la fois parce que, évidemment, les situations de conflit que nous connaissons dans le monde actuellement, au Soudan, au Yémen, mais aussi à Gaza ou en Ukraine, évidemment, ont tendance d'abord à fragmenter les possibilités de coopération internationale. Il est difficile de coopérer lorsqu'on est en conflit, évidemment. Vont évidemment créer des situations de très grande vulnérabilité environnementale aussi pour les populations concernées dans le long terme, même après la guerre terminée, et qu'on espère le plus rapide possible. Et puis, le changement climatique risque de provoquer aussi de nouvelles conflictualités, à la fois pour les questions de compétition pour des ressources en eau que vous avez évoquées, mais d'ores et déjà pour la question des terres. Aujourd'hui, un grand nombre des conflits et des tensions qui ravagent le Sahel, par exemple, sont directement liés au partage des terres, et notamment des terres agricoles. Et je pense que ça va peut-être être l'enjeu le plus conflictuel demain, ça sera la question des terres. Il y a évidemment aussi la question d'autres types de ressources, et notamment les ressources minérales. Et c'est pour ça qu'il est évidemment absolument fondamental que nous parvenions à mettre en place des mécanismes de justice climatique, notamment au sein des négociations internationales. C'est pour ça que l'accord qui est intervenu l'an dernier sur le fonds de compensation pour les pertes et dommages est tellement important, parce que c'est vraiment la pierre angulaire de la question de la justice climatique pour les pays du Sud. Reste que c'est une préoccupation évidente pour la communauté de sécurité et de défense. En 2007, Al Gore et le GIEC ont reçu non pas le prix Nobel de physique, mais le prix Nobel de la paix. Et je dirige, pour le compte du ministère des Armées, l'Observatoire Climat et Défense, parce que précisément le ministère des Armées a bien identifié que les effets du changement climatique risquaient d'être facteurs de conflit et qu'il fallait évidemment préparer nos armées aussi à gérer ces situations d'instabilité et de tension liées au changement climatique. Dès la semaine prochaine, je vais aller passer 2 semaines sur un porte-hélicoptère dans l'Atlantique pour former les nouvelles recrues de la Marine nationale à ces enjeux climatiques pour la sécurité maritime, et parce que, évidemment, c'est un enjeu fondamental pour un pays qui est la 5e plus grande armée du monde et la 2e puissance maritime mondiale. Et donc, c'est déjà un sujet qui est parfaitement intégré, et il faut s'en féliciter, à la fois dans la réflexion de l'armée comme de la plupart des armées, et aussi dans la formation des militaires. Est-ce qu'il y a d'autres Et très clairement, je le dis parfois en boutade, mais s'il y a bien 2 grands secteurs qui prennent très au sérieux la question du changement climatique, ce sont les assureurs et les militaires. Merci pour votre exposé. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect non binaire mais graduel et un peu linéaire d'augmentation du CO2 et de ses effets de réchauffement
Par contre, les impacts du réchauffement sur la biodiversité, eux, risquent d'être non linéaires et avec des paliers. Et donc, pour la psychologie de la population, comment est-ce que vous imaginez que ça va se passer? Oui, tout à fait. Alors, j'ai moins parlé des enjeux de biodiversité parce que ce n'était pas le sujet de ce matin, mais il est certain que les dégradations, les atteintes à la biodiversité ne fonctionnent pas exactement de la même manière que les atteintes au climat. Notamment parce qu'en matière de biodiversité, vous allez parfois atteindre des paliers où parfois c'est juste trop tard et c'est terminé. Et donc, on a vraiment un aspect binaire et de passage de palier en palier. Et aussi, peut-être l'autre bonne nouvelle en matière de biodiversité, c'est que les actions locales ont un sens parfois beaucoup plus grand et vous avez la possibilité de voir des résultats locaux à partir d'actions locales, ce qui est moins le cas en matière de climat. Et vous avez aussi une plus grande réversibilité. C'est-à-dire que voilà, pour une espèce en danger, tant qu'il vous reste un couple, ce n'est pas encore tout à fait perdu. Et donc, je pense que la grande difficulté qu'on a, y compris en termes de communication auprès du grand public, c'est qu'on a parfois, maintenant on a un peu ce cadre des limites planétaires, avec, on considère que vraiment les deux mamelles de ces limites planétaires, disons-le comme ça, sont le climat et la biodiversité, et on va penser qu'elles fonctionnent ensemble et que globalement, tout ce qu'on va faire pour le climat est par exemple forcément bon pour la biodiversité. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a toute une série de mesures qui sont favorables au climat, mais qui portent atteinte gravement parfois à la biodiversité. Le meilleur exemple de ça, ce sont des barrages hydroélectriques. L'énergie hydroélectrique, c'est l'énergie renouvelable parfaite par excellence, que vous pouvez stocker, que vous pouvez moduler, que vous pouvez contrôler. Le problème, c'est que les barrages, ce sont des catastrophes pour la biodiversité. Et de surcroît, l'impact des actions qu'on va mener ne va pas toujours être le même en matière de climat et de biodiversité. Parfois, des erreurs qu'on a commises, c'était d'imaginer que des mécanismes, un mécanisme unique, allait pouvoir à la fois avoir des impacts et des effets pour le climat et la biodiversité. Par exemple, les questions de compensation en matière de déforestation. On a mis en place ce programme qui permettait de valoriser avec des quotas carbone les projets de reforestation, sauf que la reforestation, si vous plantez des rangées entières d'épicéas, c'est intéressant potentiellement pour le climat, mais ça n'a aucun intérêt en matière de biodiversité. Et donc, c'est difficile d'atteindre exactement les mêmes des objectifs en matière de climat et de biodiversité avec les mêmes politiques. Et c'est un grand sujet, effectivement, pédagogique aussi. Oui. Une dernière question. Oui, bonjour, Benjamin Dumortier, maire de Cizevin. Merci pour votre intervention. À vous écouter, on se dit vivement à la fin de notre période interglaciaire pour corriger le tir, mais même paraît-il que ça ne suffirait pas. Je me demandais l'impact de la démographie, puisque la démographie augmente toujours de manière forte. Les efforts qui vont être mis en place, qui sont mis en place actuellement, risquent pas-t-il d'être gommés par cette augmentation démographique qui impose aussi des problèmes des écarts de richesse et des migrations qui sont un enjeu très important aussi. Très bien, j'espère que vous avez une heure devant vous. Parce que c'est une très très vaste question. Alors je vais essayer de faire la réponse la plus synthétique possible. Et effectivement, c'est une interrogation qui revient régulièrement. Tiens, est-ce que finalement, tout ce qu'on va faire pour réduire les émissions d'un côté ne risque-t-il pas d'être balayé par la croissance démographique d'un autre côté? Alors, je commence par une évidence, qui est de dire qu'évidemment, plus nous sommes nombreux sur Terre, plus nous émettons de gaz à effet de serre. On peut tourner le problème dans tous les sens, c'est une réalité matérielle. Néanmoins, nous n'émettons évidemment pas la même quantité de gaz à effet de serre selon le pays où nous sommes nés. Un enfant qui naît à Lille aujourd'hui, avant même d'avoir produit le moindre son, a une empreinte carbone d'1,4 tonne. Parce qu'il va naître dans un hôpital chauffé, qui va être accouché par un corps médical, qui va bénéficier des services publics, de la protection de la justice, de la police, de la défense, etc. Et donc, on a, selon les pays, une empreinte carbone individuelle qui est complètement différente, qui se tourne autour de 25 tonnes au Qatar, qui tourne autour de 15-16 tonnes aux États-Unis, au Canada et en Australie, qui tourne autour d'environ 8 tonnes en Europe, qui, en Afrique, va tourner aux alentours de 400 kilos. Et donc on voit le différentiel gigantesque en fonction du pays
où l'on est né, du pays où l'on habite. Et évidemment, les différents pays ne vont pas connaître des évolutions démographiques comparables. On a aujourd'hui un déclin démographique dans les pays industrialisés, où l'empreinte carbone par habitant est très lourde. Déclin qui est évidemment manifeste en Europe, et la plupart des autres pays sont encore bien davantage touchés que la France. Et vous aurez vu la panique générale, parce que nous sommes tombés en France sous le taux de fécondité, qui est le taux de reproduction naturelle d'une population qui est de 2,1 enfants par femme. Mais surtout, la démographie s'effondre en Chine. En Chine, le taux de fécondité s'établit désormais à 1,14 enfants par femme, ce qui veut dire que la population chinoise a atteint une trajectoire de déclin que les démographes n'avaient pas prévue, en tout cas pas à ce rythme-là. Sur 50 ans, la population chinoise sera divisée par 2, ou quasiment. Donc c'est assez stupéfiant. À l'inverse, dans d'autres pays, on a une augmentation substantielle de la croissance démographique. Je prends un exemple qui est le Niger, avec le taux de fécondité le plus haut du monde, 7 enfants par femme, c'est considérable. Mais le Niger représente aujourd'hui 0,1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, ce qui veut dire que si on double ou qu'on triple la population du Niger, l'impact sur le changement climatique reste assez faible. Et vous me direz, oui, mais ça c'est parce que le Niger est un pays très pauvre. On ne peut pas moralement souhaiter que ces pays restent pauvres. Que va-t-il se passer lorsque ces pays vont s'enrichir et que l'empreinte carbone par habitant va croître elle aussi? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'attendre à ce que, dès lors que le niveau de développement de ces pays va s'améliorer, à ce que l'empreinte carbone par habitant se réduise également. Et elle va se réduire, à ce que leur taux de fécondité se réduise également. Et donc le taux de fécondité va être inversement corrélé au niveau de développement, parce que plus un pays va s'enrichir, eh bien, plus les femmes vont avoir accès à une meilleure éducation, voire une éducation tout court, plus les couples vont avoir accès à des moyens de contraception, et surtout les enfants vont cesser d'être, je dirais, un atout pour devenir une charge. Alors je sais que les enfants procurent énormément de joie et de satisfaction, mais d'un point de vue économique, dans une économie industrialisée, les enfants sont une charge économique plutôt qu'une ressource pour les ménages. Et donc, la démographie de ces pays va se réduire au fur et à mesure qu'ils vont se développer. Le grand point d'interrogation, c'est la question du rythme auquel ça va se produire, qui est illustré aujourd'hui par le cas de l'Inde, qui est un pays qui connaît un développement rapide, mais où le taux de fécondité reste important, notamment parce que c'est un pays qui reste très inégalitaire, et donc autant le taux de fécondité chute dans les classes moyennes et supérieures, autant il reste très élevé dans les classes inférieures. Donc voilà, une réponse assez complexe. La grande question, ça va être la question du rythme de la transition démographique. Il va falloir que je me sauve. François Gemène, merci. Merci à vous, Merci. c'est un plaisir. Merci beaucoup.